Bonjour à toutes et à tous, notre invitée du jour est une figure lyonnaise engagée en faveur de l'inclusion, de l'égalité et du dialogue multiculturel. Bonjour Leïla Aoujdad, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente de l'association Femmes et Diversité. Vous vous efforcez de promouvoir la place de la femme dans la société en vous appuyant à la fois sur votre double culture franco-marocaine, mais aussi sur votre expérience professionnelle parce que vous avez beaucoup voyagé à l'international. Cela se traduit de plusieurs manières avec un documentaire, des rencontres littéraires, mais aussi des conférences. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Leïla Aoujdad, merci d'être avec nous ce matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes la présidente de l'association Femmes et Diversité à Lyon, une association que vous avez fondée en 2019 pour porter la voix des femmes dans toute leur diversité. Une initiative qui est née de vos propres expériences puisque vous êtes née de parents marocains et vous avez grandi dans une double culture franco-marocaine, mais pas seulement puisque vous avez vécu une quinzaine d'années dans une vingtaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Pour quelles raisons vous avez autant voyagé et que retenez-vous de toutes ces expériences ? Alors j'ai beaucoup voyagé parce que j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, ce qui m'a amené naturellement à envisager une carrière à l'international. Et puis, après 2 ans, à travailler à la promotion des PME et des TPE britanniques, j'ai eu la possibilité d'intégrer une carrière dans les médias. Donc j'étais responsable assez rapidement de porter des projets médiatiques, de publi-reportage. Et ma première destination, c'était la Mauritanie. Donc c'était la première fois que j'étais dans un pays d'Afrique subsaharienne. Et pour moi, ça a été absolument le coup de cœur, quoi, de passer entre 3 et 6 mois dans une destination totalement différente de ce que j'avais connu jusqu'alors. Ça a été plus qu'un métier, ça a été une passion. Qu'est-ce que vous avez constaté durant cette expérience ? J'ai constaté qu'il y avait un delta entre la réalité et la perception médiatique. Et ce delta-là, il m'a toujours interrogée. Comment est-ce qu'on est et comment les gens nous perçoivent ? Et ce que j'essayais de faire à travers le publi-reportage et à travers ce que je fais aujourd'hui, c'est justement de combler ce delta et de donner la parole aux personnes concernées plutôt que de parler à leur place. Et dans quelques instants, on recevra Nadia Ferrouki. Vous avez souhaité lui donner la parole ce matin. Elle parcourt aussi la planète avec son appareil photo pour faire des focus sur la condition féminine et les sociétés matrilinéaires, à savoir des sociétés dans lesquelles ce sont les femmes qui transmettent l'héritage. On en parlera dans une poignée de minutes, mais c'est en lien évidemment avec votre association qui promeut l'émancipation des femmes en valorisant évidemment le pouvoir de dire et d'agir. Qu'est-ce que vous souhaitez dénoncer à travers cette association ? Je souhaite, en fait, tout est dans le symbole déjà de mon logo, du logo qui a été développé par une amie. De ce visage aux multiples visages. Aux multiples visages. C'est une femme qui regarde vers le haut, donc c'est un visage qui est porteur d'espoir. Et je pense que chaque femme incarne aussi la diversité des femmes qu'elle a été, qu'elle sera, la petite fille qu'elle a toujours été, la grand-mère qu'elle sera un jour. Et je voulais vraiment montrer l'interculturalité, la multiculturalité qui nous habite. Je pense que tous les êtres humains sont héritiers ou héritières. Nous sommes héritières d'une histoire, héritières d'ancêtres qu'on ne connaît pas. Et je pense que la diversité fait partie de l'ADN humain. Qui vous accompagne dans cette cause, cette noble cause ? Alors j'ai la chance d'avoir plusieurs amis et bénévoles qui m'accompagnent depuis le début, aujourd'hui qui m'accompagnent de manière plus ponctuelle sur des événements ou sur la structuration de l'association. Mais une de mes plus proches collaboratrices, c'est Ménel Slimani, que j'embrasse très fort, Emma Danglars, Ismaël Lucas, qui sont mes plus proches collaborateurs. Et Cécile Bossy. Vous dites, et je suis sûr qu'elle partage le même avis que vous voulez rendre visible la beauté des femmes ordinaires. De quelle beauté vous parlez ? Vous n'êtes pas sur l'apparence physique. Non, absolument. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de mettre un coup de projecteur sur les personnes qu'on ne regarde pas, les petites mains.
parce que ce sont précisément les petites mains qui construisent le monde. Et je trouve que montrer la beauté de ce qui est ordinaire nous permet de poser un regard différent sur notre vie au quotidien. Quelles sont les petites mains que vous avez pu valoriser déjà à travers cette association? Eh bien, dans l'association, je porte la question de l'image et des récits inspirants. Je pense que l'image qu'on peut avoir de quelqu'un, c'est une image qui est souvent inconsciente, et j'utilise l'image pour déloger justement ces clichés inconscients. Donc à travers Paroles de femmes, je donne la parole aux femmes qui ont osé en fait emprunter un chemin qui n'avait jamais été emprunté avant. Je pense qu'on a besoin d'avoir des rôles modèles féminins qui nous rappellent que nous sommes capables, et c'est vrai que les femmes ont souvent ce syndrome de l'imposteur qui est injecté par les sociétés patriarcales, mais qu'elles entretiennent aussi d'une certaine manière. Et donc, inconsciemment. Et je trouve que c'est important d'avoir des rôles modèles auxquels on peut s'identifier, ce qu'on appelle les modèles identificatoires accessibles. Et puis aussi, à travers le biais des rencontres littéraires que j'organise, donner la parole aux écrivaines qui écrivent le monde, qui pensent le monde d'un point de vue féministe. Je trouve que c'est important puisque ça fait avancer finalement la société. Et vous parliez d'images. L'un de vos projets phares, c'est la réalisation d'un documentaire qui sortira en cette année 2025, qui avait pour nom à l'origine Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française, et qui est transformé en Les Tisseuses, histoire de femmes franco-maghrébines. Les Tisseuses, un clin d'œil évidemment au territoire lyonnais. On va regarder tout de suite cette bande-annonce et on en parle juste après parce que vous nous direz comment vous avez choisi les témoignages. Je suis ce sang métis qui se glisse dans les interstices, coule entre les soutes, les dunes, les douanes, des rues de ma ville jusqu'aux oueds. Une nationalité sur feuille volante avec 2 pays pour ventricule. Papier français et chiffres arabes sur mon matricule. Être franco-maghrébine, pour moi, c'est une très belle chose. Je suis une mixité, en fait. L'art ou la danse peut être un choc. Il n'y a plus de question d'identité, c'est drôle, mais de couleur de peau, de ceci, de cela. Il y a des moments où je suis 100% algérienne, il y a des moments où je suis 100% française. Nos enfants sont nés ici, ils ont grandi ici. Mais ce pays-là, on l'aime, la France. Sans besoin de me définir, sans envie de choisir, sans quête d'ancrage à assouvir. On a aussi un rôle à jouer. On n'est pas que mère. C'est tout ça que j'essaie de transmettre. On est chacun de son côté, on est très divisés. C'est tellement triste de s'arrêter sur un prénom, sur une confession de foi. J'ai l'impression que c'est un peu péjoratif de voiler une femme. Je ne suis pas voilée, je porte un foulard. Donc je suis assistante familiale thérapeutique, j'accueille des enfants qui présentent des troubles psychopathologiques. J'ai la chance d'avoir fait des études très longues. Je suis avocate spécialisée en droit de la santé, en droit du dommage corporel. Je suis présidente d'une association. L'idée, c'est d'aider les enfants qui viennent de l'étranger, pour qui le pronostic vital est engagé. Mystère, d'une nostalgie de ce qu'on n'a pas vécu. Et colère face à ceux qu'on est censé avoir vaincus. Voilà, à travers ces différents témoignages, on voit la diversité et les engagements qu'elles peuvent avoir, toutes ces femmes. Comment vous les avez choisies ? Bien évidemment, autour de thématiques qui me semblaient essentielles. L'idée de ce projet, de ce film, c'est vraiment de déconstruire un certain nombre de sujets qui font société. Donc la question du voile et de ce qu'il convoque dans notre inconscient collectif. Aussi les a priori qu'on peut avoir sur les femmes qui portent le foulard. Donc je voulais aborder évidemment cette question-là. C'est-à-dire qu'on fait l'amalgame entre le voile et le foulard, on ne fait pas de distinction entre les deux. Oui, voilà, oui. Et puis dans le voile, il y a quelque chose de l'ordre d'invisibiliser aussi les femmes. Donc je voulais aborder la question du foulard, bien entendu, mais ce n'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est des parcours de résilience, de femmes qui à partir d'une expérience qui pouvait être traumatique, ont transmuté en fait cette expérience traumatique en faisant quelque chose de beau, puisqu'elles ont pu transmettre quelque chose. Ces témoignages que l'on vient de voir là, ce sont un peu les mêmes témoignages qu'on retrouve sur votre chaîne YouTube, dans votre séquence Paroles de femmes. Là aussi, vous complétez cette ouverture et cette transmission. Oui, absolument. Il y a une résonance entre ce que je fais dans le film et ce que je fais avec le book club, avec évidemment. Le book club, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la parole que vous donnez à des écrivaines qui sont aussi engagées envers la cause féministe. Ce sont des entretiens qui durent assez longtemps d'ailleurs. Vous leur donnez un temps de parole plutôt long parce qu'elles partagent vraiment
comment elles ont pensé et imaginé leurs livres? Absolument, c'est en général sur des thématiques autour de la condition féminine. On aborde des questions très diverses, à la fois sociétales, mais aussi historiques, parfois culturelles. On les fait en distanciel, en présentiel. En réalité, le book club, les rencontres littéraires, elles ont démarré pendant le confinement, à un moment où les femmes avaient du mal à dégager du temps pour elles-mêmes. Et donc, j'ai souhaité créer un espace de rencontre de femmes avec une rôle modèle. Vous parlez des femmes et de votre engagement féministe, mais vous dites justement que le féminisme n'est pas l'apanage des femmes. Oui. Il y a des hommes dans votre entourage qui soutiennent cette cause et qui défendent les mêmes valeurs. Oui. En premier lieu, mon père. Mon père est un grand féministe. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par une confiance absolue dans ce que vous faites. Ça se traduit par le fait de vous considérer comme une égale, par le fait de valoriser ce que vous êtes et ce que vous faites. Alors qu'on pourrait penser que dans une culture franco-maghrébine, ce n'est pas toujours le cas. Et vous êtes là pour démontrer le contraire. Absolument, et j'en parle dans le film, puisque à travers le portrait de Sophia, je dis clairement que c'est sous le regard d'un père aimant qu'une fille s'émancipe. Je pense que les pères sont autant que les mères, mais je crois que le rôle du père, le regard du père permet l'émancipation. Quels sont les domaines dans lesquels ça progresse, qu'il y a cette équité homme-femme qui est presque atteinte, et là où c'est beaucoup plus difficile, là où ça traîne ? Moi, je pense que la parole s'est libérée beaucoup ces dernières années. J'en suis satisfaite, même si je constate aussi qu'il y a une sorte de résistance, même parfois des jeunes générations. Voilà, comme le dit Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise pour que nos droits soient re-questionnés. En ce moment, par exemple, la grande mode sur les réseaux sociaux, c'est pour certaines femmes, notamment aux États-Unis, mais je crois que ça arrive en France aussi un petit peu, de vanter les mérites d'être femme au foyer, voilà, et d'être au service de son mari et de préparer le foyer au moment où il rentre du travail. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je pense que être féministe, c'est aussi accepter la différence de l'autre. Je pense que si ça existe, c'est que ça doit exister. Moi, je respecte les choix des femmes, leur manière de vivre, leur manière de s'habiller, leur manière de s'engager dans la société ou pas, de décider de travailler ou pas. Je pense qu'être féministe, c'est d'abord respecter le choix de l'autre. Et respecter aussi les femmes en tant que telles, c'est très important, puisque en novembre dernier, vous avez organisé un colloque autour du thème « Être femme, être mère » dans un contexte de violence conjugale, un enjeu évidemment de politique publique. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'échange ? Là, on sait aussi que depuis plusieurs années maintenant, le sujet progresse, la parole se libère, mais pour autant, il y a toujours encore beaucoup de violences conjugales. Il y a beaucoup de violences conjugales, mais la violence est multiforme. On parle souvent des violences physiques, mais il y a aussi les violences psychologiques, il y a les violences économiques. Et ce qui est sorti de cet événement, c'était vraiment déjà de prendre conscience qu'il y a une vraie prise en charge sur le territoire lyonnais, avec une collaboration très serrée entre la justice, la police et les hôpitaux. Mais aussi le fait de libérer la parole et d'apporter des témoignages de femmes qui en sont sorties et qui transmettent ce message d'espoir, c'était super fort. Mais ce qui en est vraiment sorti finalement de cet événement, c'était de constater que la violence économique restait encore extrêmement taboue. Donc ce sera probablement l'objet de notre prochain échange le 25 novembre prochain. Et vous avez aussi des échanges dans le cadre de votre vie professionnelle, au-delà de l'association, puisque vous avez créé un cabinet de consulting il y a maintenant 3 ans sur les questions d'empowerment féminin, à savoir en français le pouvoir d'agir des femmes. Que faites-vous pour les aider ? Parce que là, c'est un accompagnement professionnel. Oui, absolument. J'accompagne les femmes qui le souhaitent, des collectifs de femmes. Donc ça peut aller des femmes de quartier, des femmes qui sont à la retraite et qui ont besoin de structurer un projet collectif ou individuel, ou des jeunes filles qui sont en décrochage scolaire. Donc l'idée, c'est d'accompagner à travers un parcours d'intégration à la prise de conscience qu'on a des talents, que ces talents, on peut les mettre au service d'un projet individuel ou collectif, et que grâce à la force du collectif, ça permet de nous donner des ailes, en fait. Et vous avez eu des ailes grâce au prix du Trophée des Talents en 2022 qui a reconnu ce travail engagé que l'on vient de présenter ensemble. On va essayer d'en savoir un peu plus encore sur vos racines, vos engagements, vos goûts personnels. Que faites-vous en dehors de l'association et de ce cabinet de consulting ? Voici le moment de l'envers du décor.
Alors, Layla, je le disais, vous êtes à Lyon, mais néanmoins, vous êtes une dame passionnée par les environs, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est riche de nature. Et dès que vous le pouvez, vous allez en forêt. Ouais, j'aime bien aller en forêt, j'aime bien les espaces verts, parce que j'ai besoin de me ressourcer, évidemment. Je suis un peu hyperactive, donc j'ai besoin de calme. Et j'adore les cascades. Donc là, on est servi sur la région Rhône-Alpes. Vous en avez une en tête en particulier ou pas spécialement? Il y a Saint-Royan de Eulalie, oui. qui est vraiment chouette. J'aime le contraste entre la verdure et l'eau. Et l'eau vive me rappelle de la vie qui nous entoure, en fait. Et pour vous apaiser un peu plus encore, vous écoutez le matin Radio Classique. Oui, comme vous. Oui, je ne vous ai pas demandé de le dire. Exactement, mais qu'est-ce que ça vous apporte, la musique classique? Moi, j'aime bien démarrer en douceur et ça me permet d'organiser ma journée, de prioriser mes tâches. Et puis bon, je trouve que c'est doux. On a besoin de douceur dans ce monde. Douceur et de fantaisie aussi, bien évidemment, lorsqu'on travaille beaucoup. Alors vous, les fantaisies sont liées quand même à tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure, parce que vous êtes passionné par le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On remonte dans l'histoire de ses ancêtres pour mieux comprendre son présent. Oui, au même titre qu'on hérite de la couleur des yeux ou des cheveux, je pense qu'on hérite aussi d'une charge émotionnelle que nos ancêtres n'ont peut-être pas toujours réussi à gérer. Et je pense qu'on est héritier aussi de ces charges émotionnelles, des problématiques et des traumas que nos ancêtres ont pu vivre. Et à travers en fait, des schémas de répétition qui peuvent exister dans nos vies, on arrive à tirer le fil de ce qui s'est passé et à faire la paix en fait, et à pacifier en fait, les mémoires traumatiques que nos ancêtres ont pu vivre et qui vivent à travers nous finalement. Votre coup de cœur littéraire, c'est Impasse Verlaine de Dali Farah, livre que vous vouliez partager avec nous ce matin. De quoi parle-t-il? C'est un roman. C'est un roman donc de Dali Farah que j'ai eu la chance d'interviewer dans le Book Club de Femmes et Diversité et qui traite des violences des mères, les violences que les mères héritent de leur propre mère et celles qu'elles peuvent transmettre parfois à leurs enfants, à leurs filles en l'occurrence. Et j'ai trouvé que c'était un récit poignant que j'ai lu d'une traite, en une soirée. Voilà. Vous aimez les mots, et notamment le mot « œuvrer » que vous trouvez formidable, qui doit sans doute vous accompagner tout au long de votre vie. Oui, parce que dans l'œuvre, il y a quelque chose bien sûr de poétique, mais aussi d'artistique. Je pense que nous sommes tous les œuvriers ou les œuvrières de nos vies. On est tous un peu des artistes et on crée un petit peu notre réalité. Et elle est une artiste et elle crée, c'est Nadia Ferrouki que vous trouvez formidable. Vous allez le lui dire en face puisqu'elle va nous rejoindre tout de suite. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Bonjour Nadia, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes photographe installée à Paris. Le coup de cœur aujourd'hui de Layla. Vous êtes née d'une mère tchèque et d'un père algérien. Un multiculturalisme là aussi que vous cultivez, car avec votre appareil photo, vous parcourez le monde pour montrer la diversité de la planète. Avant de nous en parler, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? À travers mon livre, Oui. Les matriarches. Ce livre-là que je tiens entre les mains. Qui a eu une portée à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et c'est comme ça que Layla m'a contactée. C'est-à-dire que Layla, vous avez découvert ce livre, Les Matriarches, aux éditions Albin Michel. Oui, absolument. Dans une librairie? Non, à travers mes recherches, j'ai trouvé le sujet passionnant parce que c'est un sujet qui m'intéresse, donner la parole, le pouvoir aux femmes. Et donc, je l'ai contactée pour pouvoir l'interviewer et la faire venir à Lyon, dans le cadre des rencontres de Femmes et Diversité. D'accord. Vos reportages photos sont publiés dans la presse nationale et internationale, des histoires que vous construisez au fil de vos rencontres, avec donc un accent, on l'a bien compris, sur la condition féminine. Pourquoi vous avez voulu vous attarder sur ce sujet, et notamment dans des contrées très éloignées et surprenantes parfois? C'est-à-dire que j'ai grandi avec une sœur féministe, donc moi c'est venu un petit peu tardivement. J'ai toujours été un peu en décalage et ça a été ma sœur a toujours été un modèle pour moi. Et donc plus tard, je suis devenue reporter, donc je travaille sur toutes sortes de thématiques, pas que les femmes. Mais c'est vrai que voilà, en tant que femme, je dirais pas parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même important, je pense. Et j'ai surtout découvert ces micro-sociétés à travers le monde. Notamment comme là, en Chine. par exemple, chez les Mosso en Chine.
où là, par exemple, la particularité, c'est que le contrat de mariage n'existe pas. Donc, au fait, le couple s'unit le temps qu'ils s'aiment, et c'est donc matrilinéaire, ce qui signifie que c'est la fille qui hérite. Donc, l'héritage est transmis par la filière féminine, donc les garçons n'héritent pas. Donc, les filles héritent la terre, la maison, les biens. Voilà. Et donc l'idée, c'était de retracer, de retrouver plusieurs communautés à travers la planète. Comme Et ça. notamment donc, en Afrique, en Guinée-Bissau. Voilà, par exemple, il y avait Guinée-Bissau aussi, où là, elles ont un pouvoir spirituel. Donc c'est elles qui dirigent toutes les cérémonies religieuses à travers les esprits. Ensuite, il y a Le Kenya. Le Kenya. Alors celui-là, il est un petit peu particulier. Là, c'est vraiment un village uniquement de femmes. Donc on n'est plus dans le matriarcat en tant que tel. Parce que l'idée, c'était pas que de parler du matriarcat, mais de parler vraiment de société où la femme tient une place importante, centrale. Et là, c'est un village uniquement de femmes. Et donc, ces femmes, elles ont toute une histoire violente, personnelle, avec leur époux. Et elles ont donc décidé de quitter leur mari et de fonder un village uniquement de femmes et d'enfants. Les garçons doivent quitter à l'âge de 16 ans. Les enfants, pardon, les garçons. Mais ils peuvent revenir en visite, mais ils n'ont plus le droit d'y séjourner. Donc c'est vraiment des femmes qui restent en autarcie. Voilà. Et j'ai été très impressionnée par leur courage, parce qu'en plus, c'est des femmes sans bourreau, où là, la femme, basiquement, n'a aucun droit. Et donc j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Dunyatou, à travers laquelle je les aide. Exactement. Cette association, on va voir quelques images, a permis notamment de développer un village des femmes et un orphelinat. Hein. C'est ça. Comment vous avez réussi à monter un projet aussi important? L'orphelinat existait déjà. Donc je l'ai intégré dans cette association récemment et je suis très contente parce que nous avons récemment pu obtenir des fonds de 10 000 € pour construire un puits qui permet d'alimenter un terrain de manguiers, de bananiers pour pouvoir ensuite vendre ça, les fruits, enfin pardon, les fruits des fruits, enfin comment dire, la culture. Oui, voilà, c'est ça, pour ensuite pouvoir... je ne trouve pas mes mots. Inonder et nourrir tout le monde. Oui, voilà, exactement. Pour rester très pragmatique. Vous parlez couramment le français, l'anglais, l'allemand, le tchèque, un peu l'arabe, et vous apprenez aussi l'espagnol. C'est quand même un polyglottisme qui doit faciliter votre compréhension du monde, j'imagine. J'ai grandi, je voyage depuis que je suis, déjà comme vous dites, j'ai une multiculture. Mon père était diplomate, donc on a vécu dans plusieurs pays, donc j'ai ça un petit peu en moi. J'ai besoin de bouger au bout de quelques temps, je ne peux pas rester sur place, je suis un petit peu hyperactive comme Leïla. Et ce livre retrace ce côté hyperactif, puisqu'il a fallu quand même 10 ans de voyage pour arriver, 15 ans, oui. même 15 ans, Oui. à ce résultat, les matriarches. Est-ce que c'est un message d'espoir aussi pour les sociétés patriarcales dans lesquelles nous sommes dans le monde occidental ? Je ne sais pas si je peux avoir la prétention de dire ça, mais c'est sûr que ce qui est intéressant de toutes ces communautés, c'est que ça montre un peu une autre façon de s'unir, de s'aimer, de transmettre. Que celle que nous, on connaît en Occident. On a tendance à être un petit peu donneur de leçons envers d'autres cultures. Et là, on voit bien qu'on peut faire autrement et que ça peut aussi fonctionner. Donc, je pense que c'est bien qu'on échange un petit peu les différentes façons de faire et qu'on ouvre un peu nos esprits à cette diversité qui peut exister partout, quoi. Et ce beau travail a reçu le prix des libraires du livre d'art, du beau livre 2021. Et en ce moment, vous préparez donc un deuxième ouvrage. En quoi sera-t-il différent de celui-ci ? Alors ça reste toujours c'est toujours centré autour des femmes. La différence, ça, c'est en Colombie, donc chez les Wayuu. La différence, c'est que j'ai voulu sortir encore c'est-à-dire que je voulais montrer un petit peu le combat des femmes fait par les femmes. Par exemple, en Gambie, où j'étais récemment, j'ai travaillé sur l'excision. Donc voilà, donc c'était aussi l'idée de parler aussi un petit peu des femmes qui sont en souffrance dans leur communauté. Qui sont maltraitées. Voilà, maltraitées, et comment des femmes aussi qui perpétuent ça, mais en même temps qui les sauvent de ça. Quand sortira ce deuxième livre ? En octobre 2025. D'accord. Leïla, on ne vous a pas encore entendu sur le parcours de Nadia. Qu'est-ce que vous pensez de son travail ? Je sais que vous avez écrit en préparant cette émission une belle lettre, on va dire, sur ce que vous admirez chez elle.
Bah oui, moi je trouve que le travail de Nadia, il mérite d'être. Elle est déjà très connue, très reconnue, mais davantage encore pour envisager d'autres manières de faire et de rappeler finalement que les femmes ont toujours su faire. Dans les temps de guerre, c'est les femmes qui sont au front, qui prennent la main sur les. Elles ont le sens des affaires, elles ont le sens du partage, des responsabilités collectives. Et je trouve que Nadia, elle illustre super bien avec ce livre, j'ai dire film, avec ce livre et avec celui qu'elle va nous présenter en fin d'année. Je trouve ça absolument remarquable. Et vous dites aussi que votre joie est d'être dans un endroit où vous n'avez aucun repère, car c'est comme une renaissance pour vous à chaque fois. Finalement, c'est là où vous vous sentez le mieux. Le mieux, je ne sais pas, j'ai quand même une famille aussi, donc je me sens bien avec eux aussi. Mais oui, c'est vrai que le fait d'être vraiment dans un lieu totalement inconnu, tout est à découvrir et puis c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Et c'est vrai, voilà. Donc, Pour aller plus loin et pour découvrir un peu plus encore votre engagement, on ira sur votre site internet nadia-ferrouki.com. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous êtes formidables, que vous allez retrouver évidemment demain à 9h. Et je suis sûr que vous allez être au rendez-vous. À demain.